Pourquoi je m'assois? La première chose que j'ai faite ce matin était de m'asseoir pendant 1 heure. Cela fait 20 ans que je fais cela régulièrement et j'ai passé maintes soirées, journées et semaines à la même occupation. Le mot anglais « meditate » avait jusqu'à récemment un sens assez vague, se référant à l'une ou l'autre activité telle que la pensée profonde et intense ou la prière ou encore la contemplation religieuse. Récemment, le terme « meditation » méditation acquis une pseudo-spécificité. TM, relaxation profonde ou conditionnement des ondes alpha, avec certaines connotations comme des références à la religion hindoue, mantra, gourou et état de conscience altéré. S'asseoir est un mot des plus courants qui nous renvoie à des concepts aussi variés que volaille, ennui ou sagacité. Par conséquent, nous pouvons l'utiliser comme un point de départ suffisamment neutre pour expliquer pourquoi j'ai passé des milliers et des milliers d'heures à m'asseoir et pourquoi j'ai fait de cette activité le centre de ma vie. J'aimerais bien me connaître. On se doit de remarquer ici que nous passons d'ordinaire la majeure partie de notre vie à étudier, contempler et manipuler le monde qui nous entoure, alors que le regard structuré de notre pensée, au mieux de sa concentration, est très rarement tourné vers l'intérieur. Ce refus doit être à la mesure de notre anxiété, notre peur ou notre réticence. Voilà qui me rend encore plus curieux. La plus grande partie de notre vie est consacrée à des fonctions tournées vers l'extérieur, qui nous détournent de l'observation de nous-mêmes. Cette idée fixe, endurante et continue persiste indépendamment de nos besoins de survie, tels que nourriture, chaleur et même plaisir. À chaque seconde, nous nous accouplons à des visions, des goûts, des paroles, des mouvements ou des stimuli électroniques, jusqu'à ce que nous tombions morts. Il est étonnant de constater que nombre d'activités ordinaires, par exemple fumer une pipe ou contempler un coucher de soleil, s'orientent vers une attention soutenue aux réalités de notre propre vie, pour finalement s'en écarter. Il ne s'agit donc pas d'une intrigue intellectuelle, d'une compromission avec la célèbre maxime platonique qui me pousse à m'asseoir, mais plutôt d'un besoin d'expérimenter, de comprendre pourquoi moi-même et mes compagnons d'humanité sommes-nous tous axés sur nos stimuli, fondamentalement hors contrôle, vivants certes, mais uniquement par le biais de nos réactions. Je veux savoir qui est cette personne vivante, je veux l'observer telle qu'elle est, et non pas telle qu'elle semble être alors qu'elle barbote d'un événement à l'autre. Bien sûr, cela va m'être utile dans mes activités de psychiatre, sans aucun doute, mais mes motivations sont bien plus fondamentales, personnelles, existentielles. Je suis intéressé par le fonctionnement de mon esprit, ainsi que de mon corps. Avant même d'avoir développé l'habitude de m'asseoir, je me suis penché sur mon être et j'ai fait usage de mon corps dans le monde, par exemple pour saisir un stylo ou fendre du bois. Mais je n'avais jamais observé systématiquement, rigoureusement, mon corps, ni comment celui-ci ressent les choses, pas seulement d'un coup d'œil rapide et distant comme à l'ordinaire, mais cette fois, moment après moment, sans interruption, des heures, des jours durant. Je n'avais pas non plus consacré mon énergie à observer l'influence réciproque de l'esprit et du corps dans les états de fatigue et de repos, de faim, de douleur, de détente, d'excitation, de léthargie ou de concentration. Ma quête de connaissance n'est pas seulement objective et scientifique. Cet ensemble corps et mental sont le récipient de mon existence. Je veux en boire le nectar, et si nécessaire ça lit. Mais je veux en intégrer la connaissance avec une intensité organique similaire à celle qui me pousse, loi des neiges, à faire un voyage aérien de plusieurs milliers de kilomètres chaque printemps et chaque automne. Il me semble que les forces de la création, les lois de la nature dont le mental et le physique émanent, doivent être à l'œuvre en moi-même, dans l'instant, continuellement, et chaque fois que je fais l'effort de les observer.
La création dans l'action, ce doit être la cause originelle et continue de mon existence. J'aimerais connaître ses lois, ses forces, celui qui m'a façonné. J'aimerais observer cette création continue et, si possible même, en être un participant actif. Newton a fondé la science moderne sur les prémices d'un monde unique et continu, de l'existence d'un ordre absolu, une panoplie de lois qui gouvernent la terre et le ciel. Donc en suivant cette grande tradition qui rejoint également les anciennes religions de l'Inde, je pars du principe que la physique à laquelle les étoiles répondent est la même que pour mon corps. Les lois de la chimie et de la biologie, calquées sur celles de la physique, sont également uniformes et se retrouvent dans la nature tout entière. Puisque ces lois opèrent en continu partout, uniformément, qu'il n'existe ni réserve ou sanctuaire où elles ne seraient pas effectives, j'en déduis que des lois éternelles et inflexibles sont à l'œuvre en moi-même, m'ont créé, me créent en ce moment même, que ma vie est l'expression de ces lois dans un enchaînement en continu de cause à effet, avec tout ce qui était auparavant, tout ce qui viendra, et tout ce qui existe simultanément. Et ceci à savoir l'étude des voies de la création et la conscience que j'en puis avoir, est à ma portée pour autant que je reste conscient et capable d'apprentissage, vivant dans l'attention portée à ce champ d'investigation. Même si je demeure fréquemment incapable d'observer vraiment les niveaux les plus radicaux de la réalité, il n'en reste pas moins que les phénomènes mentaux et physiques qui me bombardent peuvent être prédits par les lois de la nature et doivent me servir de laboratoire d'étude. Je veux pouvoir chanter comme un oiseau, comme un être humain. Je dois grandir et flétrir tel un arbre, tel un homme. Je veux m'asseoir en compagnie de mon esprit et de mon corps, alors qu'il projette et agite autour de moi et en moi la matière d'humanité fabriquée et ordonnée par la matière, et les lois qui gouvernent les galaxies et les roitelets des murailles. Puisque l'harmonie qui est en moi est d'entrée tellement merveilleuse et douce, tellement irrésistible, que son goût me séduit, alors même que je ne peux me contraindre à furtivement l'apercevoir, je veux m'asseoir, déterminé à écarter tout frémissement de distraction, toute trame de préoccupation vulgaire. S'asseoir, c'est se reconnaître en tant que manifestation en devenir des principes universels de la vie. Voilà un projet passionnant et sans fin, que j'espère même pouvoir continuer à poursuivre au moment de scruter du regard le tunnel de la mort. Cette connaissance est pour moi d'une grande force, et c'est aussi un plaisir immense. 2. Je m'assois à cause de mon appréciation de la vie de chaque jour, pour elle et avec elle. Les grands poètes chantent la chose ordinaire, imprégnée de révélation, mais je sais à quel point ma propre vie cède avec facilité et trop souvent à la distraction, à l'irritation, à une étroitesse de vue. Je ne veux pas manquer ma vie de la façon que j'ai une fois manqué un avion à l'aéroport de New York. On pourra trouver amusant, ridicule que j'ai besoin d'une technique, d'une pratique, d'une discipline, tout simplement pour me libérer des rêveries et des soucis, mais j'en ai besoin. Et je m'incline devant cette ironie en faisant ce que je dois pour arracher de mon esprit les préoccupations éphémères, pour m'éveiller à des aubes plus nombreuses, pour voir l'enfant en moi s'extraire de sa mouvance, de ses transformations. Et je suis de plus en plus convaincu qu'être en paix n'est pas un état mental, mais un état mental et physique, chose apprise en m'asseyant, en vivant, en m'asseyant et vivant. Au cœur de ma vie, quelque chose de réceptif s'abreuve. La simple beauté des choses ne cesse de m'inonder. Je vis pour cette attraction et je construis ma vie autour d'elle. Et pourtant, elle ne cesse de m'échapper. Je peux bien essayer de revenir en force en menant de spectaculaires voyages, en Inde ou vers les lacs des montagnes rocheuses, perdues dans les arbres, mais cette sorte de beauté à couper le souffle n'est qu'un interlude, un signe de ponctuation. Cela me rappelle ce sur quoi j'ai tenté de mettre l'accent dans ma vie, mais à l'instar d'un point d'exclamation, son usage est limité. La phrase, claire et certaine, sentence de mort ou sentence d'amour,
se terminent toutes deux sur un vulgaire point. La beauté contenue dans une simple phrase affirmative peut se comparer avec le regard que l'on jette par-dessus les bidonvilles de Montréal afin d'apercevoir la lune qui nous offre une opposition avec Vénus dans l'obscurité à 4 heures au petit matin. Je ne décris pas ce que l'on recherche ou construit, mais ce que l'on découvre quand les murs s'effondrent. Il en va de même quand je marche dans la forêt d'automne, quand je randonne parmi les monts et les crêtes de gneiss et de schiste du Vermont, et que je ne comprends plus soudain si ces tambourinements que je perçois sont dus à des battements d'ailes d'une perdrix ou bien à ceux de mon cœur, malmené par la dernière escalade. C'est une expérience qui a force de métaphore également. Parfois nous ressentons notre corps, notre existence, et les battements qui nous permettent de les reconnaître. Nous absorbons une dimension de la réalité qui est la même dedans et dehors, une pulsation intérieure répondant à des lois précises. Le diapason de ma vie résonne en phase avec le monde de la vie. Accepter cela, de la façon qu'une mère accepte en cadeau de son enfant un biscuit ramolli et à moitié mangé, requiert dans mon cas un cadre de travail, une matrice dans mon organisme, que toute simple qu'elle paraisse, me manque tout bonnement. Reconnaître cela requiert une préparation du physique. Je m'assois pour ouvrir mes pores, ceux de ma peau et ceux de mon esprit, à la vie qui m'entoure intérieurement et extérieurement, si possible, plus fréquemment, à défaut de tout le temps, telle qu'elle se présente au seuil de ma porte. Je m'assois pour faire l'expérience d'une façon d'être en paix, réceptif, une façon d'apprécier l'ordinaire et l'inévitable. Par exemple, le plancher qui s'enfonce dans la chambre à coucher biscornue que je partage avec mon épouse, ou mon fils de 2 ans en train de tirer une bûche à la fois pour m'aider à empiler le bois dans la nouvelle neige de janvier. 3. Je sens le besoin d'un gouvernail, d'une quille, d'une technique, d'une méthode, d'une façon de conserver le cap. J'ai besoin de plus en plus souvent de self-control ininterrompu, mais sans inhibition restrictive et étouffante. Il me semble que la meilleure façon possible de vivre sa vie d'être humain est de vivre sur une étroite passerelle à la manière d'un pont sur un torrent népalais ou d'un sentier surplombant le Grand Canyon, en équilibre entre 2 gouffres. D'un côté se trouve le désir, de l'autre est la peur. Il est fort possible que ce soit mon travail de psychiatre avec des individus somme toute normaux, qui néanmoins sont ballottés comme des toupies de gauche et de droite par des forces intérieures, qui me rendent si sensible à ces abîmes à même d'expédier des secousses sismiques capables de transpercer ces existences apparemment solides. Mon existence d'ailleurs prête suffisamment le flanc à de telles observations. S'asseoir est entre autres choses la pratique du contrôle de soi. Assis, on ne se lève pas, on ne bouge pas, on ne fait pas d'argent, on ne réussit pas un examen, on ne reçoit pas de coups de fil rassurants. L'entraînement militaire, les leçons de violon, la faculté de médecine aussi sont des chemins, dont le but est le self-control, dans le sens d'une organisation restrictive. Ce qui diffère avec la méditation est le contrôle de soi autour de valeurs spécifiques. Ici, l'observation remplace toute action. Quel intérêt y aurait-il, tout en consacrant sa vie à cette pratique, à s'abandonner à des rêveries érotiques ou à des envies compulsives de promotion sociale et reconnaissance sociale? Naturellement, ces choses ne vont pas manquer de se produire. Elles font partie de la comédie humaine. Les incontournables codes moraux, les 10 commandements, n'auraient pas proliféré dans les cultures du monde sans la pléthore et multitude de compulsions qui nous habitent. L'invective du moraliste, le sermon par contre, m'ont toujours paru bien faibles. Il est possible que cette réticence ne soit rien d'autre que la manifestation de mes chevaux sauvages et de mes escargots. Il me faut un microscope toujours sous la main, toujours neuf pour scruter mes désirs, afin d'y apercevoir mon amour, pour scruter mes anxiétés, afin d'y percevoir ma confiance. Qu'est cette sensation tellurique, minérale, sinon le centre de mon identité? À l'opposé, quelle importance cette excitation plaisante a-t-elle, puisqu'elle disparaîtra tôt ou tard?
Quels sont ces personnages de théâtre qui déambulent devant le miroir de mon âme, jour après jour, une année après l'autre, et qui sont ces clowns qui s'approprient le devant de la scène pour cabotiner? Une heure passée à s'asseoir est une chose. De plus longues périodes, c'en est une autre. Une fois par an, sous la conduite d'un enseignant, je m'assois 10 jours durant, toute la journée. Ce type de pratique entraîne nécessairement la souffrance physique. Faire face à la douleur est devenu une part régulière, nécessaire de ma vie. Cela convient à la plupart des êtres humains, les travailleurs, les pauvres, les infirmes, les malades, ceux qui ont froid, ceux qui ont faim, à travers le monde entier. Cependant, il n'y a pour moi ici aucun choix, aucun sentiment, aucune identification qui relève du masochisme. Je ne fais que regarder une autre facette de moi-même. Alors que spontanément, j'essaye d'éviter de souffrir, une certaine sagesse qui s'élève un peu plus haut qu'une contraction du genou me souffle ceci à travers les mots de Socrate. La douleur et le plaisir ne sont jamais présents simultanément chez une personne et pourtant celui qui recherche l'un ou l'autre sera forcé d'accepter son opposé. Ils sont comme deux corps, mais qui ne posséderaient qu'une seule tête. Phédon. Jusqu'où suis-je d'accord d'aller quand j'assume correspondre à ma prétention? Jusqu'à quel point suis-je d'accord de m'identifier, de m'intégrer à ce corps hurlant qui doit être nourri, reposé, mis dans une certaine position qui convienne exactement au risque de l'entendre vagir intolérablement? Je m'assois parce que je reconnais ce besoin de self-control qui ne fasse pas de grands discours ou piétine mes penchants, ce besoin qui par contre peut sublimer le désir en amour et la douleur ou la peur en confiance. 4. L'amour, comme je le comprends, n'est pas une émotion mais une organisation d'émotions. Ce n'est pas une chambre mais une demeure. Ce n'est pas un oiseau mais un vol migratoire. C'est une structure d'émotions, une méta-émotion. Cela s'oppose en faux par rapport à l'amour compris en tant que débordement sentimental d'attachement ou en tant que sexualité romantique. M'asseoir m'a permis de trouver l'amour, de vivre par l'amour, ou tout au moins de vivre davantage par l'amour. Cela m'a aidé à devenir vivant en tant que mari, père, psychiatre, citoyen, dans le cadre et limite de ma personnalité et de mes capacités. Cela m'a ouvert en grand par-delà mes positions sentimentales du passé et mes connaissances morales et rationnelles. Cela m'a également conféré un outil, une pratique, une activité capable d'exprimer l'amour. Pour moi, il s'agit à la fois d'un pied de biche et d'une colle. Ainsi qu'Erik Erikson l'a écrit, il n'y a que l'ambivalence qui puisse rendre l'amour porteur de sens ou même possible. En d'autres mots, ce n'est pas parce que nous sommes à la fois séparés et unis que l'amour existe. Si nous n'avions pas d'existence individuelle, pas de moteur exclusif, il n'y aurait qu'un monde homogène et liquide, dénué d'émotions, inapte à la connaissance, à la manière d'un doigt sur une main. À l'opposé, si nous étions séparés de manière inéluctable, il n'y aurait que de froides étoiles fonctionnant en autonomie, coexistant dans un espace mort. Il me semble que le sens à donner à l'amour est l'organisation des émotions humaines en ces états complexes, lors desquels paradoxalement coexistent séparation et fusion, individualité et immersion, être et non-être. Il n'y a que l'individu qui puisse aimer, et il n'y a que celui qui a cessé de l'être qui puisse aimer. S'asseoir m'a aidé à développer ces deux pôles. S'asseoir m'ouvre comme une huître quand je me retrouve bloqué, et lorsque je chute, tel un morceau détaché du tout, cela me recolle à la bonne place. S'asseoir me repousse aux limites des efforts que j'oriente vers moi-même. Cela mobilise mon orientation, entière et délibérée, et pourtant,
Cela sape toute manœuvre portant à me protéger ou simplement à me définir. Cela construit mon moi en même temps que cela le détruit. Tous les débris de mémoire, d'espoir, d'aspiration, de peur s'engouffrent dans la brèche. Je ne peux plus prétendre m'identifier à un ensemble, sélectionné de mes souvenirs ou de mes traits de caractère. Si l'on observe tous ces contenus mentaux sans y réagir, ceux-ci deviennent acceptables et peuvent être connus comme partie intégrante de moi-même, car ils sont là, dans mon esprit, juste en face de moi. Mais en même temps, ce sont des phénomènes dans le monde qui sont impersonnels, liés à une causalité, objectif, qui se déplacent sans interruption, sans repos, à travers l'écran de mon existence, sans effort, sans contrôle, sans moi. Je ne peux alors apercevoir, accepter davantage de ce qui compose ma vie intérieure, en même temps que j'échappe partiellement à ces forces qui tentent de me contrôler. À l'instar d'une tempête ou d'une colombe, elles sont les personnages de théâtre de la nature qui traversent ce ciel intérieur inique. La complexité du mental s'élève de la définition cosmétique de soi-même, tel un tourbillon d'un tas de poussière. Simultanément, la détermination et l'endurance que je dois déployer pour ne rien faire qu'observer se développent comme des muscles que l'on entraîne. Naturellement, au-delà de sa source, notre assise, avec la répétition de ce mélange de tolérance et de fermeté, apparaît une transposition vers nos relations humaines. Il y a peu de choses que j'ai vues chez les autres, après tout c'est mon travail quotidien d'écouter, que je n'ai décelé en moi-même quand je m'assois. Mais je reconnais aussi la nécessité de travailler, de s'entraîner, de se restreindre. Dépendance, solitude, sensualité, épuisement, faim, pétulance, perversion, avarice, envie et orgueil sont de vieux amis. Je peux les saluer ouvertement et chaleureusement chez mes proches, parce que je les connais de l'intérieur et je ne peux donc les condamner sans me condamner moi-même. J'ai également appris à atteler et chevaucher leur énergie. Pour aimer, je m'efforce de saisir la complexité de ma propre psyché en même temps que j'essaye d'appréhender la réalité complexe d'autrui. Je connais mon épouse depuis des décennies, nous avons eu nos premiers rendez-vous, avons nagé ensemble, nous sommes mariés, disputés, nous avons voyagé, construit des cabanes, acheté des maisons, mis au monde et changé des couches ensemble. Pour faire court, nous sommes parvenus à l'ordinaire et à l'omniprésent. Dans un monde où l'on compte 3 milliards d'humains, cet exploit s'élève au même rang que l'érudition et ne devrait pas avoir d'influence sur le fait que je m'assois. Et pourtant, c'est bien le cas. Même l'inévitable est fragile. Nous sommes émoussés par des remerciements, des louanges sans vergogne. Par contre, quand la vie est tranchante, cela nous aiguise. Je m'assois et la vie se meut à travers moi, ma vie conjugale fait de moi-même. Cette sphère également prend son tour devant le témoin, solitaire et implacable de mon existence, et de ses interminables enchevêtrements. Homme marié, je m'assois tel un bateau mouillant au port, loin de mon égoïsme de médiocrité, là où les vents de mes contrariétés et de ma colère ont tout le temps de se calmer. Je m'assois tel celui qui reçoit une généreuse et chaleureuse ondée qu'on a le temps de savourer. Je m'assois tel une courge, une citrouille, avec ma propre vie à déposer sur la table de quelqu'un d'autre. Une vie relativement fibreuse et très modérément sucrée, mais néanmoins volumineuse. Je m'assois tel le bœuf, membre d'une paire qui doit tirer un charroi empli de chevaux à bascule, d'automobiles et de vérandas qui doivent être peintes. Je m'assois tout en me reconnaissant d'avance en ce vieil homme du futur, malade, qui attend la seule personne encore capable d'attention ou encore cet autre à venir, dont la voix est capable pour une heure encore de renvoyer la mort de l'autre côté du rideau d'hôpital. Je m'assois tel l'homme ordinaire aux envies ordinaires, et tel ce rêveur qui construit un rêve commun avec les briques d'un destin partagé. Je m'assois seul dans ma vie, de toute façon. Que je suis fortuné de posséder cette grotte, ce sanctuaire, cette poêle à frire, ce caillou et ce miroir de l'assise, dans lequel je vais pouvoir forger, laisser tomber, hisser, toucher, et laisser s'échapper mon amour sans me perdre.
s'asseoir, est la boussole qui me permet de croiser dans les eaux de la vie conjugale. C'est également le cordon avec lequel je piste le renard en route vers le poulailler. Vivre relève d'une profonde pulsion, mais c'est un dur labeur. On ne peut le mener à bien tout seul. Il existe de nombreuses manières de recevoir de l'aide, et beaucoup également pour en distribuer. Martin Buber a dit que les hommes et les femmes ne peuvent aimer sans avoir une troisième pointe permettant la stabilité d'un triangle, un dieu, une tâche, une vocation, ou un sens au-delà de leur individualité dyadique. Qu'en est-il de deux êtres qui ne connaissent que l'étoile polaire? On trouve une plaisanterie dans la bande dessinée Peanuts. J'aime l'humanité, ce sont les gens que je hais. Je pense que l'amour est concret et abstrait. S'il ne s'agit que d'un sentiment général et sans forme distincte, cela reste une platitude, un vœu pieux, un rempart érigé contre toute implication réelle. C'est bien cela qui sonne creux dans l'amour, pieux et dévot, que l'on entend chez certaines églises, certains martyrs. Mais si l'amour se limite au concret, à l'immédiat, au personnel, il reste du domaine de la possession, de l'appartenance, du matérialisme, du narcissisme. C'est l'amour paternaliste qu'on ressent pour sa maison, ses voitures, sa famille. Ce que je comprends est que l'amour, pour être vrai, doit se répandre dans les deux sphères. S'il chevauche les ailes de l'idéal, il s'élance pour emporter avec lui tout ce qu'il croise sur sa route. Je m'assois pour mieux aimer ma femme, ses amis et ses camarades en compagnie de qui je fais route ne serait-ce qu'une seule journée lors d'un vol nous menant de l'inconnu vers l'inconnu. Il est difficile d'aimer celle avec qui mon destin est emmêlé, au plus près, dans ces moments où je ne voudrais rien d'autre que mettre en pièces les corridors de ce destin. Mais il est facile de l'aimer quand nous rajoutons mutuellement du sucre dans notre tasse de thé. Il est facile de ressentir de l'affection pour ces amis que je rencontre lors de week-ends consacrés à la vie familiale et aux activités de plein air. Il est difficile de laisser nos vies, notre santé, nos finances se confondre. Une telle amplitude menace la sécurité de chacun. Et il est encore plus difficile de placer cette manière d'être en tout premier lieu, pour mettre en jeu et en danger encore et encore. Vais-je garder tout mon argent? Ou puis-je le mettre en risque, en tablant sur de généreux principes? Vais-je étudier le texte approuvé par les autorités ou dois-je chanter par cœur? Quand je m'assois, l'argent ne m'est pas d'une grande utilité. Les louanges s'évaporent, mais le ton donné par les cordes de mon cœur, pour le meilleur et pour le pire, je ne peux y échapper. Je m'assois pour me ligoter au mât, afin d'écouter plus avant la chanson de l'amour insaisissable et inévitable. « 5. Un nourrisson paraît fragile. Mais si vous oubliez de le nourrir ou le tenez à l'envers, vos tympans vont bientôt devoir faire face à une terrifiante colère. La colère a son origine dans l'instinct primal de survie de l'organisme, et l'entretient. Et pourtant combien elle nous cause de tourments dans la vie de tous les jours, sans parler des relations sociales à grande échelle. Le comble de l'inanité serait sans doute de s'asseoir tout en colère. Quel intérêt à bouillir, impuissant? Je m'assois afin de grandir, pour devenir quelqu'un de meilleur, pour apercevoir les banales colères croître et décroître, les disputes dans lesquelles je mets beaucoup de poids le jeudi matin, pâlir et disparaître le jeudi soir. Je m'assois afin de n'avoir d'autre choix que de remettre de l'ordre dans ma vie, la restructurer, la repenser, en vivant avec justesse, pour permettre à ma médiocre colère de s'orchestrer à l'avance et se transformer en flexibilité, coopération ou capacité à saisir d'autres points de vue. S'asseoir m'aide à transcender l'enfant irritable, turbulent qui est en moi. Mais cela ne résout que la périphérie du problème. Je ne suis plus en colère à cause de mélange. Je suis en colère parce que mes votes et mes impôts ont été détournés afin d'opprimer d'autres nations. Je suis en colère car je serai jugé toute ma vie sur la base d'examens à choix multiples. Je suis en colère car on ne fait pas cas de la recherche et parce que
Le dogme est utilisé pour imposer un point de vue d'une seule religion. Je suis en colère parce qu'on détruit des montagnes dans le seul but de fabriquer des canettes jetables de boissons gazeuses. Je m'assois également alors pour exprimer ma colère. Et la forme d'expression est la détermination. Je m'assois avec force, volonté. Et quand la douleur s'accroît, avec quelque chose qui ressemble à de la vaillance, de la véhémence. M'asseoir me permet d'endosser une authentique colère. Je me suis assis pendant plus de 15 heures par semaine pendant des années, et au moment où on me demande comment je trouve le temps de le faire, comme cela arrive souvent, je décèle qu'une partie de ma détermination à viser ce but est la colère. Une colère qui ne peut autoriser les paysages de collines boisées et les pâturages de montagnes de ma psyché à être passés au bulldozer de la TV, de la nourriture sans qualité nutritive, des infos montées de toutes pièces, d'une socialisation en veste de tweed, de pédantes archives de la connaissance, ou encore de rassemblements faits pour renforcer ma loyauté envers des chefs, des États, des dieux et des investitures. Les voix du troupeau ne vont pas facilement me tirer de mon autonomie, profondément révérée, ni de mon parler honnête, à l'image d'une cabane en pleine forêt, car j'ai accumulé de la pratique dans ce genre de fermeté. La colère d'un enfant est l'étincelle qui fera la force de l'adulte. Je peux rester vrai envers moi-même, maturité en plus, être volontaire sans être velléitaire, en m'asseyant avec la même résolution que l'on trouve dans cette chanson de Woody Guthrie. Don't you push me, push me, push me, don't you push me down. Ne me pousse, ne me pousse, ne me pousse pas vers le bas. 6. La façon dont je comprends cette pratique disciplinée sur toute une vie est qu'il ne s'agit pas exactement de religion, mais ce n'est pas non plus pas une religion. En ce qui me concerne, je n'ai d'attache avec aucune écriture, aucun dogme, aucune hiérarchie. Je ne me suis astreint à aucune restriction dans mes activités intellectuelles ou dans mon autonomie politique. Je n'ai fui aucune réalité déplaisante en construisant quelques mythes. Par contre, je suis devenu beaucoup plus conscient du rôle inextricable de la foi dans ma pratique. La foi que j'ai découverte en moi n'a rien d'idéations aveugles, irrationnelles, sans substance, velléitaires. Pour adopter la clarification des temps par Paul Tillich qui fait autorité en la matière, on peut appeler toutes les idéations ci-dessus des croyances. J'espère que le fait de m'asseoir m'a aidé à me débarrasser de ces croyances encore mieux que ma formation scientifique a pu le faire. La foi n'est pas non plus ce pourquoi je vis, mes buts, mes choix personnels, mes engagements et mes amours. Tout cela est idéaux, vision, goût. C'est très important, mais ce n'est pas la foi. La foi est ce par quoi je vis, ce qui recharge mon existence. La pile, la pompe cardiaque de mon devenir. Ce n'est pas l'autre rive, mais le bateau. Ce n'est pas ce que je sais, mais le pourquoi de ce que je sais. C'est dans le présent, bien plus que dans le passé et le futur, et c'est ma réaction la plus authentique, la plus totale, une réaction qui vient des tripes, plus profonde encore que mes entrailles. Tillich a défini la foi comme l'ultime de ce qui se fait, de ce qui fait sens pour une personne, c'est le socle tellurique de ce que, tout compte fait, nous prenons vraiment au sérieux. J'aimerais décrire la foi, comment j'ai découvert qu'il s'agissait de la fin primale de mon existence. La fin trouve sa source dans mon corps. Elle existait avant ma vie mentale et psychologique et peut-être très bien, elle peut les précipiter dans le plus parfait chaos. Je ne me nourris pas parce que je crois en ceci, j'espère cela, ou bien parce qu'une autorité me prescrit telle chose ou que j'ai lu telle autre. Je me nourris parce que j'ai faim. Mon corps est un système dynamique, métabolique, un échangeur d'énergie qui incorpore constamment, retravaille, refaçonne. C'est la vitalité intrinsèque à toute vie, celle d'un chêne, d'un chevreuil ou d'un être humain. La créature que je suis consomme, retravaille, puis crée une nouvelle vie émotionnelle, spirituelle. Ce n'est pas ce que je digère,
mais le processus ordonné en moi, apportant cohérence et direction à cet organisme en devenir qui constitue la foi. La foi n'est pas quelque chose que j'ai, par exemple je crois. C'est ce quelque chose dont je comprends qu'il m'a déjà été donné, le postulat à la base du je. Je le découvre ou le reçois non pas en une seule fois, mais par intermittence et en continu. Ce n'est pas un ensemble de pensées, et il ne fournit aucune réponse concrète et réductible. Qui suis-je? Qu'est-ce que la vie? D'où vient-elle? Où va-t-elle? Je n'en sais rien. À propos de ces importantes questions, je n'ai aucune croyance, et pourtant, le jour n'est pas encore venu de voir cet étrange oiseau dérangé de son perchoir. Je m'assois dans une neutralité ardente. Pourquoi ? Je ne poursuis pas cette activité dans le but de recevoir des réponses sur la base desquelles je vais pouvoir construire ma vie. Elle est ma vie. Le squelette n'a pas pour but d'être le support des muscles et de la peau. Dans la pensée scientifique également, la téléologie, une pensée dirigée vers un but, ne conduit nulle part. Qui connaît le but de l'univers? Et donc quel est le but pour une quelconque partie de celui-ci? Je me nourris, je lis, je travaille, je joue, je m'assois. Si je ne possède aucune croyance intellectuelle qui me permette de donner un sens à ma journée, à ma personne, à ma vie, à mon dîner, de toute façon je mange, habituellement avec plaisir. Je ne suis ni existentialiste, ni marxiste, ni anorexique. La faim est un acte de vie spontané en moi. La faim dans mon existence exige également d'être satisfaite quotidiennement. La nourriture que j'absorbe devient mon propre corps. La subsistance que j'absorbe se transforme en ce processus en devenir qui est le moi. Afin que je puisse vivre, être alerte, observateur, en paix avec moi-même et les autres. Vibrant de changements continus, immuables, j'y découvre le support à mon passage dans ce monde incandescent, astreint aux mêmes lois. Je comprends que je ne suis vivant qu'en habitant le corps de la vie. C'est là un fait scientifique. Physiquement, je suis conscient d'être le produit d'autres existences, mes parents, mes ancêtres. Je respire l'oxygène créé par des plantes, si bien qu'en inspirant et expirant, je suis un tube, relié à la vie tout entière de la biosphère, un minuscule et dépendant numéro. Par la digestion et le métabolisme, je biotransforme les molécules créées par les plantes et les animaux, ce que j'appelle nourriture, en d'autres composés biochimiques avec lesquels je façonne cette forme que j'appelle mon corps, lequel est refaçonné constamment, continuellement, tel un nuage. Et cette forme, tôt ou tard, cessera sa régénération pour disparaître, de la même façon qu'elle s'était développée à partir de causes, de forces naturelles. Il m'est facile de comprendre cette description de la réalité physique dans son évidence scientifique. Mais ma personne, ma réalité psychologique, est elle aussi un produit de certaines causes. Ce que l'on m'a enseigné, ce que j'ai expérimenté, des croyances culturelles, des forces sociales, ce réseau ininterrompu de causalité, physique, biologique, psychologique, culturelle, qui connecte le passé au futur à travers la contemporanéité et l'océan dans lequel la bulle de ma vie flotte un moment. La mort d'une bulle, aussi éphémère, doit être inévitable. Cependant, tant qu'elle existe, je peux ressentir à quel point cet être respirant, pulsant, vivant, résonnant de l'échange entre passé et futur avec les êtres et les choses, transférer et connaître est chargé de vie. La foi qui sous-tend ma pratique n'est pas dans mon esprit. Elle est plutôt la corrélation psychologique de ce qui anime. Je n'expérimente pas la foi comme une pensée, mais comme une couleur mentale, envahissante, à même de guider la force d'émergence ascendante. En m'asseyant, je peux reconnaître, assumer, devenir ce bourdonnement primal d'énergie. C'est rétrospectivement à haute voix que je nomme cela la foi. Quand je souffre d'ennui, de douleur, de paresse, de distraction, de soucis, je me retrouve à m'asseoir de toute façon. Ce n'est pas que je crois que c'est une bonne chose ou que cela va me conduire au paradis, ni parce que j'ai une force de caractère particulière, non. Ma vie exprime tout simplement sa trajectoire. Toute masse est énergie.
C'est Einstein qui l'a démontré. Ma vie possède une lueur et je m'assois dans la lumière. M'asseoir m'a permis de voir et m'a incité à reconnaître le rôle que la mort a déjà eu à jouer, continue de jouer dans ma vie. Toute créature vivante sait que la somme totale de ses pulsations a une limite. Enfant, je me demandais qu'étais-je avant de naître? Que serais-je après la mort? Pour toujours, combien de temps cela durera-t-il et quand cela s'arrêtera-t-il? Le collégien qui étudiait l'histoire savait que tout héros doit mourir. J'ai pu voir les couleurs des empires se modifier tel un ressac sur les cartes de mes livres. Pas moi. Comment pouvais-je décider que l'impermanence n'était pas la loi suprême? Je peux toujours essayer de dissimuler ce fait derrière ma jeunesse. Les premières rides d'abord autour des yeux et les tempes qui grisonnent et une assurance vie. Mais il n'existe pas de cachette pour lui échapper. Chaque journée finit dans l'obscurité. Certaines choses doivent être faites aujourd'hui ou bien elles ne verront jamais le jour. Voilà qui est amusant. Au lieu de saper mon appétit, de provoquer une nausée, plutôt due à une sauce française un peu trop riche qu'à une cause d'une véritable philosophie, la tombée de la nuit, de sa pression, m'aide à chérir la vie. N'est-ce pas là pour l'homme l'observation la plus édifiante, la plus universelle? Je m'efforce d'abattre chaque coup de masse le plus exactement possible afin de le fendre à l'endroit où le bois noueux de chêne montre quelque faiblesse. Je choisis pour ma lecture chaque livre avec précision et raison. J'entends dans l'appel à m'occuper de mon enfant, à l'aimer, à prendre soin de la piste forestière dont l'entretien m'échoit, la note cristalline du devoir. Je m'assois à l'aube du jour et le jour passe, une aube nouvelle. Mais la série est limitée, alors je me jure dans ma chambre intérieure de ne pas en gaspiller un seul. Le fait de m'asseoir m'assujettit solidement au fait psychologique que la mort est la porte de la vie. Aucune puissance au monde n'est capable de me sauver. Puisque je suis conscient de la mort, et donc effrayé, je passe l'épaule pour être sûr de ne pas vivre d'automatismes et de réactions à la manière des animaux, et non plus passivement en marchandant comme un enfant qui ferait semblant d'avoir un père qu'il surveille, mais tout au contraire en faisant des choix conscients, en prenant des décisions de quoi sera constitué chaque moment transitoire de mon existence. Je n'ignore pas que mes pétales contiennent dans leur corolle une volatile luminosité, mais pour en conserver l'idée chaque fois que nécessaire, cela requiert que d'ordinaire distrait, l'esprit se confronte constamment à la limite, au métronome de l'appréciation, la mort. Je m'assois parce que savoir que je dois mourir enchérit et épure mon existence. Il me faut donc sortir de mes sentiers battus et rechercher la discipline et la stabilité qui me sont indispensables pour être capable d'y faire face. Pour pouvoir embrasser la vie, je dois d'abord échanger une poignée de main avec la mort. Et pour cela, je dois pratiquer. Chaque fois que je fais acte de m'asseoir, je dois mourir à une activité centripète, abandonner une distraction, céder une gratification annoncée. C'est la vie maintenant, comme elle vient. Un jour, cette concentration austère va se révéler extrêmement, vraiment utile. Et c'est déjà le cas. 8. Je m'assois pour être moi-même, indépendant de tout jugement, le mien ou celui des autres. J'ai passé un grand nombre d'années de ma vie à être évalué, jaugé, d'abord à l'école, puis extension logique parmi mes cercles d'amis et dans ma vie sociale. J'eus beau m'efforcer de combattre cette forme d'addiction, je me suis retrouvé inévitablement accroché. Comme cela arrive souvent, mes parents m'ont peigné et brossé avec les règles de la comparaison, par sollicitude sans doute. J'étais bon dans ceci, ou bien pas bon, ou bien aussi bon que, ou meilleur, ou pire, ou le meilleur, ou vraiment pas bon du tout. Aujourd'hui, je découvre en m'asseyant toute l'absurdité à vouloir réussir en se comparant aux autres. Ma vie consiste en ce que je vis vraiment et pas en ces évaluations qui flottent au-dessus de ma tête. S'asseoir permet d'éluder cette voix intérieure parasite qui y va de ses commentaires de rédac chef pour pouvoir fouiller en profondeur dans la réalité de l'instant.
J'ai fait de gros progrès pour devenir la taupe idéale, un sac à dos vide, un jeune garçon dont la journée d'école vient d'être annulée inopinément. Qu'y a-t-il à gagner ou à perdre quand je m'assois? Qui puis-je battre? Qui poursuivre? Il n'y a que ce jour présent, concret, rien d'autre, qui me parvienne sur le plateau du matin, qui crépita d'étincelles. Cela me soulage de me sentir vraiment chez moi, en moi, avec moi. J'ai moins à me plaindre. Quand discussions, espoirs et aspirations personnelles ne se réalisent pas comme je l'entends, cela se fait plus facilement et rarement parce que le fait de discuter, d'espérer et de faire porte déjà en soi la victoire. Je me suis assis sans béquille, sans accessoires, sans confort, sans contrôle sur l'environnement et j'ai observé qui je suis, quand il n'y avait ni personne ni chose pour me fournir des indices. Il m'est arrivé de m'asseoir, de ne rien demander, de n'avoir besoin de rien et de me sentir satisfait. Il se trouve que mon échine et mes mains n'ont pas la même turgescence. Quand je perds l'équilibre, je tombe plutôt à la manière d'un chat que d'une latte à tuiles. Quand je m'assois, personne, ami ou ennemi, ne peut me procurer ce dont je manque ou me dérober ce que je suis. Donc tout au long de chaque jour que je vis, je peux m'orienter afin de devenir le compagnon avec qui je m'assierai lors de ma prochaine session. Aucun commentaire en bien ou en mal venant de quiconque ne peut venir interférer entre ma propre confrontation de qui je suis et les faits observés. Je ne suis pas aussi mauvais que je pensais, et bien pire. Mais sans aucun doute, je bourgeonne et j'existe vraiment. C'est un plaisir de repousser les pulsions avides pour permettre à de petites ridules de courir à la surface. Et je m'assois également pour être membre de la communauté avec d'autres bulbes de printemps. Je me sens comme une feuille dans une forêt caduque, spécifique, petit, fragile, tout seul, face à mon destin, et pourtant vibrant en compagnie d'une multitude vaste et murmurante. « 9. S'asseoir, c'est une réponse aux conditions sociales et historiques qui me sont propres et c'en est une expression. Bien que je la voie que je pratique très ancienne et transmise de personne à personne depuis plus de 2 millénaires et demi, ne manque pas d'être utile et d'avoir tout son sens sous une multitude de conditions diverses. Si j'ai recherché et étudié cette pratique, c'est pour des raisons qui me sont propres. Une des forces les plus puissantes à avoir modelé ma vie pour lui donner la forme qu'elle a aujourd'hui, c'est la Deuxième Guerre mondiale, dont la fin coïncide quasiment au jour près avec ma naissance. Ce fut une toile de fond omniprésente dans la perception du monde pour mes parents et d'autres adultes autour de moi. Elle laissait très peu de place à l'espoir. Le seul état d'esprit rationnel semblait être la peur. La seule position rationnelle semblait être l'autodéfense. Des hommes cultivés, civilisés, venaient de s'engager dans une entreprise d'un sadisme total, calculé et concerté, dans des proportions qui échappaient à l'entendement. La victoire de la bonté nous avait apporté par réaction le mal, les armes nucléaires. La perspective du monde que l'on m'enseignait et que j'absorbais était de travailler dur dans mes études, de ne pas gaspiller mon argent et construire pour moi un univers protecteur, en utilisant les outils culturels du libéralisme, de la raison et de la science en guise de socle sur lequel construire anxieusement un fief pour une vie de famille personnelle. Ce n'était que dans cet espace privé que la douceur de l'affection et les aspirations idéalistes pouvaient se révéler. J'ai fait ça le mieux que j'ai pu et cela a partiellement fonctionné. Et pourtant on m'avait encouragé, jusqu'à ce que cela devienne mon choix délibéré, à passer mes étés dans les bois, faire l'apprentissage des chevreuils à queue blanche, les moustiques, la liberté et les canoës. Dans l'environnement, me semblait-il d'une bonté primale et moniste que j'attribuais aux choses de la nature et à ceux qui vivaient proches de celle-ci. Je lisais Thoreau comme d'autres lisaient la Bible. Ce monde de torrents glacés, courant sous l'ombre des ombellifères et les prophètes extatiques vantant celui-ci me semblaient les antidotes aux existences anxieuses, blafardes,
enfermé dans les conventions peuplées de fantômes que je trouvais dans mon environnement immédiat. Me déplaçant entre ces deux mondes, j'appris à dialoguer entre terreur et extase, entre survie et prudence, ce qui me remplit d'une urgence à trouver la voie du milieu. Cela motiva la recherche, qui me conduisit finalement à travers une exploration intense dans le monde du collège, de l'école de médecine et l'entraînement à la psychiatrie, vers l'art de s'asseoir, tel que l'enseigne S.N. Goenka, un maître de méditation vipassana, avec qui ma femme et moi avons suivi un premier cours en 1974 près de New Delhi. Ces 10 jours passés à ne rien faire d'autre que se concentrer sur la réalité de la structure physique et mentale, de moment en moment, avec attention et équanimité, me donnèrent ironiquement à la fois l'occasion d'être plus absolument seul et isolé que je n'avais jamais été auparavant, ainsi que celle de m'affilier à une tradition, une voix soutenue, manifestée, expliquée et transmise par une personne vivante. Je suis continuellement reconnaissant à Goenkaji de m'avoir transmis cette technique. La méditation vipassana a été préservée en Asie depuis 2500 ans, depuis sa découverte par le Bouddha historique Gautama. Sa technique de vie a été étiquetée bouddhisme par les intellectuels occidentaux, mais il ne s'agit pas d'un isme, d'un système de pensée. Il s'agit d'une pratique, d'une méthode, d'un outil pour les êtres vivants. Pour le pratiquant, cet enseignement ne signifie pas la fin de la quête. À mon sens, il procure une boussole, une longue vue, une carte pour des voyages ultérieurs. Sur la base de la pratique quotidienne, combinée à des retraites intensives au cours des années, j'y vois l'alliance de l'autonomie et de l'héritage, appartenance au groupe et poursuite solitaire. Avec mes jumelles vipassana, je puis partir à la recherche de l'oiseau insaisissable. Avant de recevoir les instructions me permettant de m'asseoir, mon périple de vie était essentiellement intellectuel. J'avais trouvé dans les conférences et les livres une source d'inspiration, des suggestions, de l'habileté, mais aussi de l'ambiguïté. On pouvait dispenser des conseils, on pouvait discourir, on pouvait écrire. Mais s'asseoir pour moi permet de prendre pied, de s'asseoir pour quelque chose. Pas seulement avec des mots, mais avec mon esprit, mon corps, ma vie. Voilà une voie qui conduit par étapes, protégée par l'enseignant, l'enseignement, la technique et la pratique, au plus profond de la lumière et de l'obscurité en moi-même. L'Hitler et le Bouddha en moi, l'enfant effrayé par un monde d'holocauste qui voyage dans un bus en hiver à travers les rues sombres de la cité, et le jeune homme qui à grands pas et le sac sur le dos vagabonde sous les pins de Douglas, formant des cathédrales ensoleillées, qui en hurlant ou en gémissant passe en revue tout le vocabulaire des potentiels humains, du sadisme à l'amour. Je peux maintenant voir que je porte avec moi le fouet et les bottes du tortionnaire, que je souffre avec celui qui est nu, que je bois au torrent de la montagne avec les poètes et les explorateurs. Toutes ces vies sont en moi. Et je trouve des moyens, souvent cachés et symboliques, d'exprimer au grand jour ces potentiels psychologiques dans ma vie quotidienne. Tout ce que je suis surgit de l'universellement humain. Je m'exprime. Je suis ma propre causalité lorsque les conditionnements du monde coulent à travers moi. J'aperçois ce fait quand je m'assois aussi clairement que je saisis l'impact de l'histoire et l'inspiration d'une vision. Je m'assois en confrontation délibérée avec tout ce qui m'a été imposé, m'a poussé à réagir et par réaction à me modeler. La vie commence dans un chaos de conditions. Simplement réagir à ces conditions construit des limitations. La conscience attentive aux conditions et la réponse consciente qu'on leur oppose produisent la liberté. Cette limpidité dans mes choix me permet, après l'assise, de revenir à l'action avec plus de netteté dans le regard, plus de concentration, vecteur d'une vie de connaissance plus empathique. S'asseoir en soi transforme mes motivations à m'asseoir. Ayant commencé mon périple aux circonstances historiques qui me sont propres, j'ai reçu le don d'une technique utile en des millions de circonstances au lieu de milliers d'années. Ayant commencé mon périple sur des bases individuelles, il m'a été donné d'apercevoir des perspectives intemporelles pour élargir mon point de vue. Ma quête est individuelle, mais pas unique.
La transmission de cet outil a rendu mon travail possible, parce que les autres ont aussi commencé leur quête en vue d'une vie humaine plus pleine, parce que d'autres suivront ces traces, ma propre fragilité, mes propres turpitudes peuvent acquérir un sens, puisqu'elles sont le terreau que je dois utiliser pour grandir. Et mes propres efforts, pour grands qu'ils me paraissent, restent dans l'ombre d'autres efforts, bien plus grands que les miens. Je peux fleurir tel un buisson dans une forêt infinie, pendant un cycle de vie sans fin. Fleurir, pour un être humain, c'est développer la science de l'observation honnête qui rend possible une image authentique de l'humanité à naître. Même issue du conditionnement nihiliste et d'effroi qui est le mien, sans le confort que confèrent de simples croyances, conscient de la méchanceté et de la haine phénoménale que porte en soi l'âme humaine, de ces guerres qui peuvent causer le massacre de dizaines de millions de personnes, je peux être, je serai, une expression de foi insatisfaite. Je ne peux faire beaucoup, mais je peux lancer mes racines profondément dans ce qui est vrai. Comment faire pour le voir et comment le transmettre? En réponse au sens irrésistible du mal, de la peur, de l'absence de signification et de tendances individualistes qui sont le propre des temps où je vis, et en réponse à l'espoir, l'idéalisme et le sens imprégné d'éternité de ma jeunesse, j'ai appris à m'asseoir afin de mieux me porter témoin de ce que j'ai découvert de plus authentique. Cela m'aide à appliquer dans la vie ce qui n'avait été auparavant qu'une confiance inconsciente. Cela m'aide à exprimer quelque chose capable de guérir, d'utile, à la fois dans ma vie privée et professionnelle, et ayant un sens pour moi, malgré d'apparemment absurdes conditions, parce que ce quelque chose relie à l'universel. Cela me met en contact avec le profondément humain qui est présent dans chacun de mes gestes, dans chaque action d'autrui, dans chaque relation directe. Cela, en retour, m'a permis de rejoindre la danse fertile de la nature. Je pratique la connaissance de moi-même et j'en fais l'atelier qui va me servir toute la journée. J'évite de mesurer les événements à l'aune de ma vie de vermisseau. J'oublie fréquemment le temps. Et par là, je rejoins l'histoire. 10. Je médite dans la solitude pour perdre mon sentiment d'isolement. Ce qui est le moins noble en moi remonte à la surface de mon esprit et me pousse à être plus que je n'étais. C'est dans l'obscurité de mon être profond que je trouve la véritable source de mon appartenance. Freud déclara que le fondement de la peur humaine est la peur d'être castré. Ceci, ressentait-il, est une peur plus forte que celle de la mort elle-même. Je comprends que redouter la castration revient à redouter la souffrance physique, la mutilation du corps, ainsi que le rejet social, l'ostracisme, la perte de l'appartenance, la possibilité de procréer, de s'inscrire dans la continuité du cycle des générations. De fait, les deux plus grandes difficultés auxquelles j'ai été confronté pendant mes périodes d'assises pendant des heures et des jours durant étaient la souffrance physique et la perte de la position sociale qui semblait m'être réservée et méritée au sein de la communauté humaine. Une douleur qui commence dans les genoux et le dos peut se répandre dans le corps tout entier comme un incendie qui n'en finit pas de brûler. La protection acquise par l'appartenance calculée à une société confortable et les récompenses qu'on en retire s'évanouissent au cours de ces heures douloureuses qui n'en finissent plus. J'imagine les autres options qui s'offrent à moi. Une maison plus agréable, des vacances d'hiver sous les tropiques, le respect témoigné par mes collègues m'écoutant parler tandis que je fais l'ascension de l'échelle professionnelle. J'imagine les crises financières que je suis moins prêt à surmonter. J'imagine l'humiliation du rejet qui écrase les réfugiés issus de la pauvreté ou du racisme ou de n'importe quelle forme d'impuissance. Tout cela faisant partie de mon héritage et peut-être de mon avenir, et de l'héritage et de l'avenir de chacun, si l'on regarde suffisamment loin. Pourquoi suis-je assis ici? Une grive sautille sur une branche basse, à la lisière d'une clairière, entonnant un chant triomphal, bousculant la paix du soir en Vermont. Je comprends et je demeure. Je suis l'héritier, celui qui transmet, inondé des dons de ceux qui ont aimé et laissé leur empreinte. Et cette posture silencieuse et rayonnante est le chant de mon espèce. La méditation m'aide à surmonter mes terreurs les plus profondes. Je suis plus libre de vivre à l'échelle de mon cœur et de faire face à toute conséquence, mais également de récolter les fruits de cette authenticité.
Une grande partie de ce que j'appelais douleur était en vérité solitude et peur. Grâce à cette observation, cela passe et se dissout. Les vibrations de mon corps fredonnent le chant qui ne s'entend que lorsque l'aube et le crépuscule sont simultanés, instantanés, continus. Il me semble que l'énergie d'un effort sérieux est un tout petit prix à payer pour entendre cette musique intérieure, cette musique fertile du cœur de la vie même. Ce fut ma chance en cheminant de trouver, de suivre de nombreux amis qui, tels des champignons dont on a trop longtemps négligé l'observation, résistent à toute tentative de les arracher de la souche qu'ils occupent. Leur racine a pénétré jusqu'au bois du cœur. Au contact de ceux-ci, j'ai aperçu la lueur de 2 lampes, dévotion et intégrité. Et voici un plaisir à ajouter au reste. Je pense que ce fut même parfois une nécessité, pouvoir s'asseoir avec mon épouse à mes côtés. Même les étoiles se déplacent en constellation. Je m'assois pour trouver la liberté mentale. J'ai été assez chanceux de pouvoir penser de façon rationnelle, logique, scientifique, dans une culture où le glaive de la survie est la pensée tendue vers l'agressivité. Mais même Socrate, le grand apologue de la raison, rétablissait l'équilibre en affichant un égal respect pour la connaissance des mythes et de la poésie. En fait, maints dialogues socratiques traitent des limites de la logique et du rôle essentiel tenu par le mythe. Quand je m'assois, 1 million de pensées m'assaillent, mais en entretenant le lien avec les traditions transmises depuis les grands maîtres de l'Inde antique, je m'efforce de les laisser toutes passer telles des nuages, telle l'eau, tel le temps. Inutile de le dire, il m'arrive de me laisser piéger et je me retrouve à tournoyer autour d'un point, comme un cerf-volant coincé en haut du plus haut rameau d'un arbre. Mais en fin de compte, l'ennui, l'épuisement, la force du mental ou la pénétration, le vent, me libèrent et je m'envole de nouveau. M'asseoir me permet de retrouver la piste d'un esprit fluctuant, préformé d'une atmosphère dense dans laquelle métaphore, intuition et raison sont des étincelles. Dans l'environnement d'une culture vouée à la conquête intellectuelle, je possède une réserve de globalité, un sanctuaire dans lequel le daim sauvage de la poésie et du chant peut se glisser, à moins qu'il ne préfère visiter les malles pleines de dossiers médicaux et de conférences. En ce sens, s'asseoir est également quelque chose qui démange, un rapporteur, un doigt menaçant, qui me rappelle à l'ordre autant qu'il me donne la force d'agir. Je me dois de revenir au potentiel latent, parce que n'importe quelle petite punaise n'est rien qu'une réponse temporaire, dépendante des circonstances, au ventier mémorial. 12. Je médite pour ancrer et organiser ma vie autour de mon cœur et de mon esprit, et les laisser irradier mes découvertes vers ceux qui m'entourent. Les grands vents ont beau m'ébranler, je reviens toujours vers ce mode de vie fondamental. Je ne peux jeter aux orties mes idéaux de jeune garçon et mon sourire de vieil homme. Le confort plaisant, lénifiant, et la profonde détente qui accompagne l'attention silencieuse, intense dans l'immobilité du corps, pèlent ma vie comme un oignon, jusqu'en des couches plus profondes où la vérité s'épure et se détend, jusque la couche suivante s'ouvre à son tour. Je médite pour apporter à ma vie la discipline de ce qui est clair, simple, jubilatoire et universel dans mon cœur. C'est une tâche sans fin. Bien des jours de ma vie se sont passés sans que je les vive vraiment, mais je me replonge encore et encore dans les évidentes directives de la maîtrise de soi et de la recette d'amour. Je médite pour découvrir et exprimer l'amour humain dans sa simplicité et la décence fondamentale. 1982